Dans cette partie, on va analyser le mouvement de chute libre. La chute libre, c'est lorsqu'un objet subit uniquement l'effet de la gravité. Donc, prenez un objet, lâchez-le, cet objet est en chute libre jusqu'à ce qu'il touche le sol. Donc, un objet en chute libre, c'est lorsque cet objet subit uniquement l'effet de la gravité. Dans les faits, si vous lâchez un objet, il va avoir aussi de la résistance de l'air. Et ça va affecter un petit peu son mouvement, ça va ralentir. Cependant, dans le cours, on va négliger les effets de la résistance de l'air, de manière à simplifier les problèmes. Et de toute manière, il y a plusieurs situations où est-ce que c'est une très bonne approximation de négliger la résistance de l'air. Si par exemple, vous prenez une pomme, la lâchez d'une hauteur de, mettons, 1 mètre, honnêtement, la résistance de l'air va être assez négligeable, parce que la pomme n'atteint pas une assez grande vitesse pour que la résistance de l'air devienne significative. Par contre, si vous lâcheriez la même pomme du haut d'un avion, alors là, oui, éventuellement, la pomme atteindrait une vitesse limite. C'est-à-dire qu'elle n'accélérerait pas jusqu'à l'infini, ou jusqu'à la vitesse de la lumière. La vitesse finirait par se stabiliser, c'est ce qu'on appelle la vitesse limite, due à la résistance de l'air. À la surface de la Terre, l'accélération qui est due à la gravité est d'environ 9,8 mètres par seconde carré. Ça, c'est intéressant parce que c'est une mesure qu'on va faire nous-mêmes en laboratoire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire 9,8 mètres par seconde carré? Rappelez-vous que mètre par seconde carré, ça veut dire mètre par seconde. C'est-à-dire que si vous lâchez un objet à la surface de la Terre, cet objet va gagner 9,8 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde. Donc, si vous le lâchez, sa vitesse initiale est nulle, il part du repos. Donc, vitesse au temps zéro est nulle. Une seconde plus tard, après l'avoir lâché, cet objet a la vitesse de 9,8 mètres par seconde. 2 secondes plus tard, il y a une vitesse de 19,6 mètres par seconde, etc. Donc, on gagne environ 10 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde, si on néglige les effets de la résistance de l'air. Alors, cette accélération-là, on l'appelle l'accélération gravitationnelle, puisque justement, elle est due à la gravité. Bien sûr, cette valeur-là, elle est seulement valide si on est à la surface de la Terre. Donc, si on est sur la Lune, c'est différent. Si on serait sur Mars, ce serait différent. Le symbole qui est utilisé, c'est G, minuscule, pour gravité. Cependant, on ne va pas appeler cette valeur-là, 9,8 mètres par seconde carré, on ne va pas l'appeler la gravité. C'est pas vraiment la bonne façon de dire, parce que quand on dit la gravité, ça veut plutôt dire la force de gravité. Tandis que ici, c'est l'accélération gravitationnelle. Les mouvements en chute libre, ce sont des mouvements verticaux, donc on va utiliser l'axe des Y pour les positions plutôt que l'axe des X. Et par défaut, on met toujours un axe des Y qui pointe vers le haut, par convention. Étant donné que notre axe pointe vers le haut, mais que la gravité agit vers le bas, donc supposons qu'on a un axe des Y qui pointe comme ceci vers le haut, par convention, mais on a une accélération qui pointe vers le bas, okay, parce que bien sûr, la gravité agit toujours vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Donc, mon accélération est dans le sens inverse de mon axe. C'est-à-dire que mon accélération va donc être négative, puisqu'elle est orientée vers les Y négatifs. C'est pour ça qu'on va dire que l'accélération, c'est en fait égal à moins G. Donc, G, par convention, est positive, c'est-à-dire qu'elle vaut plus 9,8 mètres par seconde carré. Mais dans les problèmes, on va mettre l'accélération comme étant moins G, donc moins 9,8 mètres par seconde carré, puisqu'elle est orientée dans le sens inverse de l'axe positif. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que l'accélération gravitationnelle, elle est constante. Donc, si vous laissez tomber un objet, c'est un MRU. En l'absence si on néglige la résistance de l'air encore, puisque c'est un mouvement rectiligne, donc évidemment, si vous laissez tomber un objet, il va bouger en ligne droite. Donc, c'est rectiligne et c'est une accélération qui est constante, 9,8 mètres par seconde carré. Donc, on peut bel et bien dire qu'il s'agit d'un MRU. Un MRUA, donc un mouvement rectiligne uniformément accéléré, puisque l'accélération est constante à 9,8 mètres par seconde carré. Alors, puisqu'il s'agit d'un MRUA,
Ben, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut utiliser les formules que nous avons développées précédemment. Alors, ici à gauche, vous avez les 4 formules qu'on avait vues pour la MRUA. Ici, dans la colonne du centre, c'est qu'on a simplement repris les mêmes formules, mais on a juste changé les X pour des Y. Parce que, comme on l'a dit, c'est des mouvements verticaux maintenant, fait qu'on utilise l'axe des Y. Mais c'est exactement la même formule. On peut étudier 2 sous-cas de la chute libre verticale. Première situation, supposons que l'objet au départ est immobile. Donc, un objet préalablement au repos. Je rappelle, au repos, c'est un terme du jargon physique pour dire immobile. Alors, on suppose, autrement dit, qu'on a un seau ici qui va tomber dans un puits. Cela dit, il y a une petite erreur, je dirais, physique dans le problème, parce qu'ici, on voit que le seau est accroché à une corde qui elle-même est enroulée autour d'une tige. Et ça, en fait, ça fait en sorte que ça créerait une résistance dans le mouvement. Puis en fait, dans la situation qui est représentée, le seau ne serait pas en chute libre à cause du fait qu'il est accroché ici. Fait que c'est une petite erreur physique dans le problème. Donc, ce que je vais faire, c'est ce que vous devriez considérer à la place, c'est que le seau n'est pas accroché à une corde. Autrement dit, supposez qu'au temps 0, on coupe la corde ici. Et là, à ce moment-là, oui, le seau serait en chute libre. Alors ici, on a les positions que va occuper le seau à différents instants. Première question ici, à quelle vitesse le seau tombe-t-il? La question ici n'est pas très claire parce qu'en fait, quand on demande la vitesse, il faut demander pour un temps précis. Donc en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est quoi la vitesse du saut après 2 secondes et c'est quoi la vitesse du saut après 4 secondes. Quand on dit après 2 secondes, ça veut dire 2 secondes après avoir coupé la corde. Donc 2 secondes après que le saut ait commencé à tomber. Alors là, on va revenir à nos équations pour voir laquelle pourrait être utilisable. On va se concentrer sur les 4 formules qui se trouvent au centre ici. Alors là, on nous demande la vitesse. Donc évidemment, on va aller chercher une équation. Donc l'équation fondamentale de la vitesse, c'est la 3e ici. Rappelez-vous, je vous ai dit, les 2 formules vraiment importantes, c'est la 2e et la 3e. Avec ces 2-là, vous pouvez résoudre n'importe quel problème. Fait que la 2e, c'est l'équation de la position, puis la 3e, c'est l'équation de la vitesse. Fait que là, vu qu'on cherche la vitesse, ben ça serait une formule qui serait vraiment appropriée. La vitesse initiale, on sait qu'elle est nulle. L'accélération, elle vaut moins g. Okay, donc, ici, j'ai oublié de mentionner, mais ils vous ont déjà modifié les formules de manière à mettre l'accélération qui vaut moins g ici. Et le temps delta t, ben, c'est notre 2 secondes et notre 4 secondes pour le deuxième calcul. Alors, pour 2 secondes, on a 0 moins 9.8 fois 2 secondes, ça donne moins 19.6 mètres par seconde. Donc, autrement dit, on gagne 9.8 mètres par seconde de vitesse à chaque seconde. Fait qu'après 2 secondes, on est rendu à 19.6 mètres par seconde de vitesse. C'est ça que ça veut dire. Le moins ici, ce qu'il veut dire, c'est simplement que la vitesse est orientée vers le bas. Le saut est en train de tomber. C'est pas surprenant. Et après 4 secondes, on fait le même calcul. Dans le fond, ça va faire 9.8 fois 4. Et là, ça va donner ça donne moins 9.8 fois 4. Et là, ça va donner moins 39.2 mètres par seconde. Est-ce que j'ai inclus la masse de l'objet dans mon calcul ici? Est-ce que j'ai inclus... Est-ce qu'on me dit c'est quoi la masse du saut? Non. Pourquoi on ne me l'a pas dit? Parce que ça n'a pas d'importance. Lorsqu'on est en chute libre, la masse d'un objet n'a pas d'importance sur son rythme de chute. Et ça, c'est surprenant parce que on sait qu'une plume, qu'on lâche, va tomber plus lentement qu'une pomme, par exemple. Justement, voyons une simulation à cet effet. Alors, ici, vous avez une pomme et une plume, et là, oubliez toute la machine, c'est comme si on faisait juste laisser, on laissait tomber là, dans l'air. Qu'est-ce que ça va donner? C'est à ça qu'on s'attend. La plume va comme osciller comme ça, parce qu'elle subit une très grande résistance de l'air par rapport à son poids. Donc, elle est très, très affectée par la résistance de l'air.
Alors que la pomme, elle, pas tant que ça. Okay? Sur ce petit trajet-là, c'est pas assez pour que la résistance de l'air devienne significative pour la pomme. Alors le résultat, c'est celui qu'on connaît, c'est que la pomme va arriver beaucoup plus vite que la plume. Mais ça, c'est en présence d'air. Maintenant, la raison pour laquelle il y a toute cette machine-là ici, c'est parce que ça, c'est une machine à vide. Donc, on va faire le vide à l'intérieur de cette enceinte-là avec le petit bouton qui est ici. Vous voyez, ici, ça représente la pression. Et la pression, vous voyez, elle est tombée proche de 0, ici, la flèche. Donc, c'est pour dire que maintenant, on a un vide presque parfait ici à l'intérieur de cette enceinte. Et là, maintenant, voyons ce qui va se produire. Ah! Ce qui s'est produit, c'est que lorsqu'on est à vide, effectivement, la plume, elle arrête d'osciller. Ce qui la fait osciller, c'est la résistance de l'air. Alors, sans résistance de l'air, elle va tomber comme une pomme. Et elle va tomber au même rythme qu'une pomme, même si elle est beaucoup plus légère. Alors, si on l'essaye encore, donc ça, c'est en présence de résistance de l'air. Et voyons maintenant, donc on fait le vide. Et refaisons l'expérience. Vous voyez, si on enlève l'air, la plume devient... elle tombe comme la pomme. Elle tombe au même rythme. Elle va arriver en même temps. Exactement. Donc, la masse n'a pas d'importance lorsqu'on s'affranchit de la résistance de l'air. C'est pour ça que la masse, elle n'intervient pas dans nos équations. Elle n'a pas d'importance. Tant qu'on est à la surface de la Terre et que la résistance de l'air est négligeable, on va toujours avoir une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. Que ce soit une plume ou un piano. La seule nuance, c'est que la plume, il faut faire un vide pour voir sa chute libre, dans le fond. Parce que en présence d'air, on ne peut pas voir sa chute libre. Elle est trop légère. Elle a une trop grande surface. Donc, elle est trop affectée par la résistance de l'air pour pouvoir voir sa chute libre convenablement.